Bonjour et bienvenue à ce webinaire donc sur les thématiques quelles solutions accessibles aux TPE et PME et aux salariés dont les métiers évoluent ou les emplois sont fragilisés. J'ai à mes côtés ce matin pour échanger sur cette thématique et les solutions envisageables. Donc, trois invités de marque. Je vous présente donc Philippe Mazat, directeur régional pour l'OPCO des entreprises de proximité. Merci Philippe Mazat d'être présent avec nous ce matin. Je vous présente également donc Alexis Lecoma, donc responsable chargé de projet régional à Transco. Merci également d'être avec nous, ainsi que donc Monsieur Sampietro pour la DRETS, donc ex-direct. Je suis désolée d'employer ce terme, mais il va falloir qu'on traduise la dette, certains termes pour les rendre accessibles, et qui nous parlera plus précisément d'un dispositif d'accompagnement pour le volet RH donc des entreprises. Le programme de notre rendez-vous, donc en trois parties. Une première introduction avec un petit clip vidéo qui va vous illustrer en images une situation de transition professionnelle en entreprise. Puis, nous évoquerons avec Philippe Mazat pour l'OPCO-EP une vision plus macro sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'échelle du territoire de l'Hérault pour illustrer que cette thématique, on peut la regarder centrée sur l'entreprise, mais aussi d'un point de vue plus large envisager des solutions à la fois à l'échelle d'une entreprise, mais à l'échelle d'un territoire. Nous évoquerons également donc les dispositifs que mettent en place et à disposition donc les OPCO pour leurs adhérents et donc à destination des entreprises, quelle que soit finalement la problématique de départ au niveau des ressources humaines ou de l'organisation. Nous verrons ensuite avec Monsieur Sampietro la partie concernant le dispositif de prestation d'appui conseil RH, qui est un dispositif très intéressant, multi-acteurs. D'ailleurs, nous verrons, très simple à mettre en œuvre pour pouvoir accompagner vos démarches, également avec du cofinancement, on le verra tout à l'heure. Et puis, nous terminerons donc avec un focus et un mode d'emploi sur le dispositif Transco avec Alexis Lecoma, qui nous expliquera comment mettre en œuvre cette action. Alors, on va démarrer donc par le témoignage vidéo et on se rejoint juste après. Avant cette reconversion, je travaillais dans la grande distribution où j'étais équipier transverse, c'est-à-dire que j'occupais à peu près tous les postes, sauf les postes de management, on va dire. Mais sur la surface de vente, j'occupais tous les postes, et ce depuis 8 ans. Et avant, j'étais hôtesse de caisse, toujours dans cette grande distribution. Au bout d'un moment, on a fait le tour. J'étais plus en phase avec les objectifs du moment. J'attendais autre chose. J'avais besoin du même. J'allais travailler en reculant. Et quand il reste 25 ans à travailler, aller travailler en reculant, ça fait mal. Transition Pro a financé un bilan de compétences. Ils n'ont financé que la partie bilan de compétences puisque j'avais demandé à le faire en dehors de mes heures de travail par peur du refus du financement. Ils m'ont suivi, ça s'est bien passé. Le bilan de compétences a fait ressortir un des métiers de l'accompagnement. Pour sécuriser le parcours, j'ai fait 2 stages. Pour avoir un bon dossier, ça m'a pris 2 ans. Une fois que le dossier a été monté, je l'ai renvoyé à Transition Pro. J'ai eu un premier refus. C'est passé en commission, j'ai eu un premier refus. Voilà. J'ai retravaillé le dossier, j'ai rajouté d'autres pièces. Enfin, je ne l'ai pas lâché. Et à la seconde commission, c'est revenu positif. J'ai été au bout de ma formation, j'ai eu mon diplôme et j'ai pu occuper aujourd'hui, démissionner pour occuper le poste que je rêvais d'occuper. Aujourd'hui, je suis conseillère en insertion professionnelle.
J'ai été recrutée par le centre de formation qui m'a formée. Et donc, je suis conseillère en insertion professionnelle sur l'AFPA en territoire digital. Donc, je ne travaille qu'en digital. Donc, je ne suis même pas impactée par la crise sanitaire en plus. Ouais, moi, je vis mon rêve, en fait. Je vis mon rêve. Clairement. Donc, effectivement, moi, je dois tout à Transition Pro parce que s'ils ne m'avaient pas suivi, s'ils ne m'avaient pas fait confiance, je n'aurais pas pu le faire. Et le fait d'avoir essuyé un refus, c'est dur à dire, hein, mais le fait d'avoir essuyé un refus, j'ai dû le retravailler et leur montrer que je le voulais plus que tout. Et je l'ai eu, quoi. Donc, ouais, moi, je suis très contente. Je suis très contente. En fait, il faudrait me demander qu'est-ce qui ne me plaît pas. Tout me plaît. Tout me plaît. Je fais de l'accompagnement. Je ne suis que dans l'humain. Les objectifs, ce ne sont que des objectifs humains. Je ne devrais pas le dire, mais j'ai des responsables qui sont juste extraordinaires. Je gère mon planning comme je veux. J'ai des outils extraordinaires qui me permettent d'accompagner les gens pour la réalisation de leurs rêves, en fait. Donc, je me dis, moi, j'ai galéré. J'y suis arrivée, pourtant, j'ai pas 20 ans. Voilà, eux, ils sont souvent bien plus jeunes que moi. Ils galèrent. Je suis la preuve vivante qu'on peut y arriver. Mais tout me plaît, en fait. Je peux pas trouver un truc qui me plaît pas. Je peux pas répondre à ça. Tout me plaît. On peut avoir plusieurs vies professionnelles, mais c'est tellement gratifiant de se dire qu'on peut le faire. Il y a des personnes qui peuvent nous accompagner aussi bien financièrement qu'humainement, mais ça se refuse pas. Et c'est tellement agréable de faire ce qu'on aime. On peut avoir plusieurs vies professionnelles. Le tout, c'est de trouver la bonne. Et faut pas regretter ce qu'on a fait, mais faut faire ce qu'on aime. Très bien, donc voici un premier exemple de transition professionnelle réussie avec effectivement un retour très enthousiaste et avec un sens retrouvé. Pour autant, avec une situation de départ qui pouvait être problématique pour l'entreprise comme pour cette collaboratrice. Donc, on voit que finalement, plutôt que de s'embourber dans des difficultés ou aller dans l'impasse, il est souvent bien plus intéressant d'essayer de trouver des solutions de transition qui répondent aux attentes de part et d'autre. Et donc, pour enchaîner sur la vision plus macro, puisque là, on est centré sur un exemple, je vais laisser la parole à Philippe Mazat pour nous parler de la gestion donc des emplois et des compétences à l'échelle du territoire. Juste une première petite question avant de lui laisser la parole, question au public qui donc est en distanciel aujourd'hui. Vous pouvez répondre au travers le chat, c'est « Connaissez-vous votre OPCO » Le connaissez-vous? Savez-vous ce que signifie OPCO? Voilà, je vous laisse répondre. Et puis, si vous avez des questions, au fur et à mesure de notre rencontre RH ce matin, n'hésitez pas à en faire part via le chat. On y répondra au fur et à mesure et je pourrai poser les questions à nos interlocuteurs. Philippe Mazat, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous. J'allais répondre à la question, donc, OPCO, c'est quoi ce nom barbare? Opérateur de compétences. Donc, pour faire très, très simple, notre métier, c'est accompagner le dirigeant d'entreprise justement dans la gestion de ses compétences. Dans la gestion de ses compétences, c'est trouver la bonne personne à la bonne place. Et pour gérer ses compétences, finalement, l'entreprise, soit elle forme ses salariés, les fait monter en compétences, soit si elle n'a pas les compétences en interne, eh bien, finalement, elle va recruter. Donc, notre métier, c'est vraiment ça, c'est accompagner le dirigeant d'entreprise dans l'élaboration de son plan de formation et s'il n'a pas en interne les compétences, aller chercher les bonnes compétences. Donc, nous, on fait la promotion plus particulièrement de l'alternance, du contrat de pro, du contrat d'apprentissage. Donc, c'est ça, pour faire très, très simple, le métier de pro. Alors, pour ce qui nous concerne, EP, c'est entreprise de proximité.
C'est 54 branches professionnelles qui recouvrent tous les métiers de la proximité. Ça va de l'artisanat en passant par la santé, métiers juridiques, le commerce évidemment. Donc, quand vous retrouvez dans le centre-ville ou d'une grande ville ou d'un village, vous faites le tour de la place et vous retrouvez à peu près toutes les entreprises qui nous sont rattachées. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'évoquer de manière très très simple deux dispositifs. Alors le dispositif Transco, c'est pas tellement moi qui vais en parler puisque Alexis Lacoma en parlera beaucoup mieux que moi, c'est lui le spécialiste du sujet, mais davantage la GTEC puisqu'on va essayer d'évoquer un projet qui est un projet territorial, donc Transco au service de la GTEC. Mais avant de parler de GTEC, gestion territoriale de l'emploi et des compétences. Ce nom barbare, on va essayer de vous expliquer en quelques mots ce que cela recouvre comme concept. Alors d'abord, au départ, il y a la GPEC. Je le disais, donc l'entreprise a besoin de répondre à ses besoins en compétences, évidemment. Donc toute entreprise a besoin de s'adapter aux différents changements, aux différentes mutations, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient réglementaires. Et puis, on l'a vu un peu plus récemment, qu'elles soient sanitaires. Je crois que toutes les entreprises de France et de Navarre, mais un peu plus largement, puisque ça a touché le monde entier, toutes les entreprises ont dû s'adapter à cette crise sanitaire qui était complètement unique. Donc, comment on s'adapte? Qu'est-ce que je mets en place dans l'entreprise pour avoir les bonnes compétences pour continuer finalement à fonctionner pendant la crise et surtout après la crise? Comment je rebondis finalement pour profiter de l'élan qu'aujourd'hui on est en train de connaître? Identifier les besoins de compétences pour le futur, c'est aussi ce que fait l'entreprise au quotidien. Finalement, mon entreprise évolue, j'avais en interne des compétences, mais si je me projette demain avec les nouvelles technologies, etc., comment je fais évoluer mes salariés en interne? Comment je suis organisé l'organisation avec les nouveaux modes de management qu'on peut connaître, les nouveaux modes de formation aussi. On était beaucoup sur du présentiel. On a connu la FOAD, la formation à distance pendant cette crise sanitaire. On voit que finalement, et les salariés et les entreprises réclament davantage un mix entre cette formation à distance et le présentiel. Donc, c'est plus vers ça qu'on va aller. Et puis, encore une fois, on a dit que dans un marché qui est de plus en plus ouvert, où les entreprises sont en compétition les unes contre les autres en permanence, l'humain, la compétence, c'est ce qui va faire la différence entre les différentes entreprises. Donc, avoir, encore une fois, les bonnes personnes à la bonne place, c'est ça l'enjeu de l'entreprise au quotidien. Donc, une fois qu'on a posé ces questions-là, évidemment, ça renvoie à la stratégie de l'entreprise. C'est des éléments stratégiques d'imaginer, de se projeter dans l'avenir en disant, voilà, quels sont mes marchés de demain, quels sont les nouveaux produits que je vais lancer, et donc, du coup, quelles sont les compétences dont j'aurai besoin à l'interne. C'est vraiment des éléments de stratégie de l'entreprise. Et pour ça, donc, il y a un outil qui s'appelle la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences qui va permettre, encore une fois, soit d'adapter les salariés qu'on a en interne, et donc je vais former mes collaborateurs, soit si j'ai personne en interne, je recrute, je vais aller chercher les compétences là où elles se trouvent. Et on l'évoquait tout à l'heure, le marché de l'emploi commence à se tendre un petit peu et donc les compétences et les compétences rares le deviennent de plus en plus, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est un véritable enjeu que d'anticiper finalement ces sujets-là et c'est un enjeu de stratégie pour l'entreprise. La stratégie commerciale est essentielle, la stratégie financière est essentielle pour l'entreprise, la stratégie en termes de ressources humaines est également aussi importante pour une entreprise. Alors ça, c'est le cadre de la GPEC. Et donc, un tableau que je vais donc simplifier, évidemment. On part du bas, donc avec ce besoin qu'a une entreprise de répondre à ses besoins à court terme, encore une fois, de former et de recruter, à quelque chose qui peut être un peu plus collectif, où certaines entreprises, à l'échelle, par exemple, d'une branche professionnelle, peuvent s'organiser entre elles et donc prévoir quels sont les recrutements à venir. Par exemple, là, on travaille avec les entreprises du service à la personne, où on fait un appui conseil collectif et on travaille avec toutes ces entreprises justement pour les aider à mieux recruter, à mieux accompagner leurs salariés en interne
Donc là, on est vraiment sur une vision collective à l'échelle d'un même secteur d'activité. Donc ça, c'est la GPEC inter-entreprise, interbranche quelque part. Et puis après, on peut aller faire un focus sur un territoire. Et là, on arrive sur ce qu'on appelle la GTEC, où ce sont sur un territoire, les entreprises de ce territoire qui, face à une problématique particulière, vont essayer de répondre. J'évoquerai la GTEC qu'on est en train de conduire actuellement à Sète. Sète, c'est pas très loin d'ici. Le sujet, c'était quoi? Le sujet, c'était les croisiéristes qui arrivaient sur le port de Sète. Bon, il y a déjà quelques années, mais en tout cas, il y a quelques années, c'était un vrai sujet. C'est comment les entreprises de ce territoire allaient finalement se préparer à l'arrivée de ces croisiéristes. Parce que bon, l'arrivée de ces gros bateaux avec ces milliers de touristes qui se déversent sur le port de Sète, ça a nécessité effectivement que les entreprises du territoire, eh bien, finalement, se préparent à accueillir des touristes. Donc, c'est tout l'accueil qui a été imaginé, envisagé et travaillé avec les entreprises du territoire. Les langues, finalement, j'ai des touristes étrangers qui arrivent. Donc, comment je vais préparer ces commerces à répondre aux clients qui vont arriver? Donc là, on est bien sur une prise de conscience des entreprises du territoire. Et puis enfin, donc, il y a cette notion de GTEC, où là, on va aller sur un niveau qui est encore au-dessus. C'est pas uniquement les entreprises, mais l'ensemble des acteurs du territoire qui vont se mettre ensemble et réfléchir à qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution, encore une fois, en termes d'emploi, comment je facilite le recrutement, ou en termes de développement des compétences pour les salariés. Et quand on parle des acteurs du territoire, on va parler évidemment de la mairie, le représentant de l'État, évidemment, qui est présent, le représentant de la région, du conseil départemental, les consulaires sont systématiquement présents quand on fait ça. Bref, l'ensemble de l'écosystème qu'on va retrouver sur un territoire qui vont s'organiser et qui vont surtout travailler ensemble. Je crois que la plus grosse difficulté que l'on a, et c'est ce qu'on dit pratiquement à chacune de nos réunions, c'est que pris individuellement, chaque structure a une offre de service qui est extrêmement intéressante à destination de son public. La plus grosse difficulté qu'on a tous ensemble, c'est justement à travailler ensemble. C'est à mettre nos offres de services en commun et à les faire connaître surtout aux acteurs du territoire. Et quand je parle d'acteurs, il y a évidemment les entreprises. C'est comment on donne l'accès finalement à toutes les entreprises du territoire aux offres de services qui sont proposées. On va le voir, AT-Pro a des services à proposer aux entreprises. Évidemment, l'État a des services à proposer. Et c'est comment on va réussir à infuser auprès de l'ensemble des entreprises du territoire justement ces différents services et comment les acteurs les uns avec les autres, en se connaissant mieux, vont apporter des solutions, vont trouver des solutions pour que les entreprises finalement se développent au maximum sur un territoire. C'est ça l'enjeu de la GTEC, c'est vraiment un travail partenarial. Alors, les 4 registres d'action, le premier, j'ai commencé déjà à le décrire et c'est vrai que c'est le sujet central de la GTEC, c'est vraiment comment sur un territoire, on va coordonner les offres de services des uns et des autres. Alors, d'un point de vue technique, on fait des comités de pilotage, on se réunit et surtout, ce qui est important, c'est qu'on apprend à se connaître. Il faut que les gens sur un territoire apprennent à se connaître et livrent finalement leur offre de service pour la rendre accessible à l'ensemble et visible à l'ensemble des acteurs du territoire. Et ça paraît simple dit comme ça, mais on sait que chaque structure travaille un petit peu en rang d'oignon, en silo, et finalement, on a du mal à communiquer entre nous. Donc, le principal objectif de la GTEC, c'est ça, c'est se connaître et faire en sorte que les offres de services soient diffusées, connues déjà entre les acteurs pour que justement on puisse en parler le mieux possible aux entreprises des territoires et faire en sorte que les entreprises du territoire s'approprient ces différentes actions. On va le voir, l'État, par exemple, a un dispositif qui s'appelle PCRH. Les OPCO, que je représente aujourd'hui, mais je ne vais pas parler leur nom, mais en tout cas, on a aussi des dispositifs d'accompagnement des entreprises. Mais si tous, on coordonne nos actions en accompagnement d'entreprises, il y a une valeur ajoutée, un effet levier qui est considérable pour toutes les entreprises du territoire.
C'est ça qu'on essaye de mettre en œuvre au sein d'une GTEC quand on parle de coordination de l'offre de services. Deuxième registre d'action, quand on est sur une GTEC, on travaille évidemment sur la fonction employeur, hein, tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour trouver des solutions RH pour les entreprises. Alors, par exemple, il y a la mise en place de clubs d'entreprise, de clubs RH. On essaye justement de faire venir les entreprises, alors faire venir les entreprises pour évidemment leur diffuser de l'information. Mais derrière ça, il y a aussi le fait que les entreprises sont, les dirigeants d'entreprises en particulier, très isolés. Alors, c'est le rôle des syndicats patronaux, évidemment, de casser l'isolement du dirigeant d'entreprise. C'est le rôle des consulaires, évidemment, d'animer sur les territoires ce type de réunion. Mais tout ce qui peut permettre justement la réunion des entreprises, faire en sorte que les entreprises se connaissent mieux, discutent entre elles, c'est extrêmement positif pour le territoire. Et encore une fois, rompre l'isolement du dirigeant d'entreprise, c'est le rôle des acteurs que j'ai déjà cités. Et puis, dans le cadre d'une GTEC, c'est aussi notre rôle, effectivement, de faire en sorte que les entreprises sur un bassin d'emploi se connaissent mieux, discutent entre eux et finalement trouvent des solutions entre elles. On travaille évidemment sur l'appui conseil, les appuis stratégiques. Alors, sur l'appui conseil, c'est quoi exactement? C'est la mise à disposition de consultants en fonction de problématiques de l'entreprise. Monsieur Sampietro va largement évoquer un dispositif de l'État qui s'appelle PCRH, donc je ne vais pas en parler maintenant, mais l'ensemble des OPCO est parti, donc peuvent accompagner les entreprises également en termes d'appui conseil, donc de mise à disposition de consultants. Grâce à l'État, par exemple, on est sur un projet qui s'appelle Capital immatériel. Bref, on accompagne les entreprises, on met à disposition des entreprises des consultants qui justement veulent travailler la notion d'attractivité. Je suis entreprise, je suis sur un territoire, j'ai des difficultés à recruter, j'ai des difficultés à fidéliser mes salariés. Comment je peux y répondre? Eh bien là, on a effectivement des consultants qui sont mis à disposition. Grâce à l'État, encore une fois, c'est un projet qui est régional. On a un projet qui s'appelle cybersécurité. Et donc, on a des consultants qui interviennent, donc des spécialistes de la cybersécurité, qui peuvent intervenir justement pour accompagner les entreprises dans tout ce qui est stratégie digitale, stratégie numérique. On le voit aujourd'hui, et puis pendant la crise sanitaire, on l'a bien vécu, puisqu'on n'était plus derrière nos écrans. Il y a des gens pas forcément sympathiques qui ont profité de cette période pour effectivement attaquer les particuliers, mais aussi les entreprises. C'était vrai avant, ça s'est multiplié pendant la crise sanitaire. Donc, comment je fais face à ça? Comment je réussis à mettre une vraie stratégie justement pour éviter ces attaques de cybersécurité? Donc, encore une fois, grâce à l'État, on a des financements pour vous mettre à disposition des entreprises, des consultants qui vont réellement travailler avec les entreprises pour élaborer ces stratégies. Donc, cette offre de service qui est mise à disposition de consultants, je ne vais pas tous vous les citer, encore une fois, entre ce que propose l'État, ce que nous on propose au niveau des OPCO, la région également a un certain nombre de dispositifs très pertinents pour accompagner les entreprises. Quand on est sur une GTEC, on arrive et l'idée, c'est de proposer à toutes les entreprises l'ensemble de ces dispositifs. Voilà pour la fonction employeur, les solutions RH qu'on peut proposer. J'aurais pu parler également d'actions collectives en termes de formation. Et là, c'est une notion qui est intéressante parce que quand je parlais de partenariat, il y a une question intéressante qui a été posée en introduction, c'est connaissez-vous votre OPCO? Il se trouve qu'effectivement, aujourd'hui, on est 11 OPCO sur le territoire. Voilà. Donc, ça veut dire que pour les entreprises, on peut s'interroger vers qui je vais me retourner. Quel est mon OPCO de référence? Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce type de dispositif, les 11 OPCO travaillent ensemble. C'est assez unique, donc c'est pour ça qu'il faut le dire. On arrive sur un territoire et avec nos collègues, les 10 autres OPCO, on se met d'accord et là, nos offres de services, du coup, on les déploie ensemble. Et on peut, par exemple, proposer des actions collectives de formation. Sur 7, c'est ce qu'on est en train de proposer avec Acto, je peux le citer. Ils ont des actions sur la formation des
de l'hôtellerie-restauration. Ce n'est pas notre champ, en l'occurrence, c'est le leur. Donc, on va pousser finalement les actions qui sont portées par Acto. On n'a pas de difficulté à le faire, encore une fois, puisque l'idée, c'est d'arriver sur un territoire et de déployer l'ensemble de l'offre de services de nos collègues. Donc, voilà sur l'accompagnement du dirigeant entreprise. Et on a un cadre, un axe qui est très important également quand on intervient sur le dispositif de la GTEC, c'est évidemment la formation des actifs, à la fois pour répondre à des besoins ponctuels d'entreprise et puis également pour répondre à des besoins un peu plus récurrents. Donc là, on a des solutions. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer. Hein. Encore une fois, je le disais en introduction, le métier de l'OPCO aujourd'hui, principalement, c'est la promotion de l'alternance. Hein. Donc, on fait la promotion d'un dispositif qui, pour nous, est un dispositif de GPEC, d'ailleurs, parce que quand on est sur le recrutement en contrat d'apprentissage, c'est qu'on n'a pas un besoin immédiat. Si je recrute un jeune en contrat d'apprentissage, c'est que je n'ai pas besoin de quelqu'un à 100% tout de suite. J'ai besoin de quelqu'un qui va se former et qui, dans 1 an ou 2 ans, sera prêt éventuellement à intégrer l'entreprise. Donc là, on est vraiment dans un outil d'anticipation des besoins en compétences. Et notre métier, c'est de faire en sorte que l'apprentissage, l'alternance au sens large, soit vraiment utilisé par les entreprises comme un outil d'anticipation des besoins en compétences. Donc ça, c'est une des réponses que nous, en tant qu'OPCO, on peut proposer. Et puis, plus largement, quand on est sur un territoire, je le disais, l'idée, c'est d'avoir une photo de la spécificité du territoire, de la problématique du territoire. 7, par exemple, on était sur, je disais, les croisiéristes. Bon, on a interrogé les commerçants de 7 et ils nous ont dit, bon, les langues, l'accueil, c'est très bien, mais nous, on a des besoins également en termes de compétences sur le sujet du numérique. C'est-à-dire que comment moi, mon commerce, finalement, je le rends visible, lisible à l'extérieur. Alors, il y a Click and Collect, on a beaucoup entendu parler pendant la crise sanitaire, donc moins avant, beaucoup pendant cette période, et puis on voit bien que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Et donc, on a lancé un dispositif, excusez-moi pour le nom barbare, hein, une préparation opérationnelle à l'emploi collective. Donc, c'est des demandeurs d'emploi qui sont formés pendant 400 heures. Et on va les former sur quoi? À la fois sur la dimension vendeur, donc ils sont formés, parce qu'on prépare des gens pour les commerces, donc ils sont formés à une formation de vendeur, mais avec une spécificité justement sur le numérique. Donc, ils auront une double compétence, à la fois cette capacité d'accueillir des clients et en plus d'aider les commerçants ou les artisans ou les entreprises locales justement à mettre en place des sites Internet, à promouvoir le click and collect. C'est ça le sujet. Voilà une des réponses qu'on a apportées. C'est un besoin spécifique du territoire de 7, mais maintenant, je crois qu'on peut faire le tour, on peut faire le tour de toutes les villes. Ça serait vrai également, hein. On est sur une GTEC à Nîmes également et on a exactement les mêmes sujets, les mêmes spécificités. Mais en tout cas, sur 7, on était très en avance sur le sujet et on l'a lancé il y a déjà quelques mois, c'est pratiquement 1 an. Donc, vous voyez, la POE peut être un outil extrêmement intéressant de réponse sur les besoins en recrutement des entreprises. Pas rentrer dans le détail des POI, etc. Bref, contrat de pro, contrat d'apprentissage, on est dans l'anticipation. Si on est sur un besoin immédiat pour répondre à une spécificité locale, on a donc la préparation opérationnelle à l'emploi. Et puis, évidemment, donc on a le sujet des mobilités et des transitions professionnelles. Donc ça, c'est davantage donc Alexis qui va en parler avec le dispositif Transco, parce que l'entreprise, ça va bien, ok, donc je vais former mes collaborateurs, je vais prévoir le recrutement si je n'ai pas les compétences en interne, mais malheureusement, et la crise sanitaire l'a montré, parfois les entreprises, ça va un peu moins bien. Et dans ces cas-là, effectivement, il existe des solutions et transition collective que Alexis va évoquer tout à l'heure est un dispositif qui est intéressant de ce point de vue-là, justement pour permettre à des entreprises qui sont en difficulté de proposer à leurs salariés de pouvoir rebondir. Et je ne vais pas aller là-dedans parce que c'est encore une fois des pros qui vont en parler. Par contre, ce n'est pas uniquement une entreprise qui est en difficulté. Ça peut être aussi une entreprise qui va bien,
mais qui par contre connaît une mutation technologique importante. Des emplois qui disparaissent. Des emplois qui disparaissent, c'est ça. Une entreprise qui va bien, mais par contre le numérique est passé par là. Des emplois qui aujourd'hui n'existent plus, effectivement, qu'on doit faire évoluer en interne l'entreprise, ou encore une fois, je vais rechercher de nouvelles compétences. Et là, effectivement, on est dans le sujet de la reconversion, on est dans le sujet du reclassement, et donc il y a des dispositifs qui existent qui seront présentés un peu plus loin donc par ATPO. Voilà en 4 lignes ce que ça recouvre une gestion territoriale de l'emploi et des compétences. Encore une fois, c'est des acteurs du territoire qui, sur un territoire par rapport à une problématique spécifique, vont se mettre d'accord pour proposer une offre de service qui soit la plus pertinente possible. Alors, je vais essayer de passer à la diapo suivante. On n'a pas envie de passer. Voilà. J'ai juste voulu, en quelques focus, vous montrer à quoi ça sert. Donc, notre dispositif à nous, en termes d'appui conseil, il s'appelle ShakeUp. Et il y a quelques mois, donc, on a fait une évaluation du dispositif. Donc, sur les 470 entreprises qui ont été accompagnées depuis 2011, on a fait un panel de 120 entreprises. Et donc, on les a interrogés sur… finalement, on vous a accompagné sur différentes thématiques, stratégie entreprise, le management, la relation client, la digitalisation, l'intelligence économique également, l'innovation, la finance, le process. Donc ça, c'est toutes les thématiques sur lesquelles nous avons les consultants qui travaillent avec nous, les ont accompagnés. Et donc, en résultat, c'est ça qui est surtout intéressant, 56% ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Donc, on voit bien l'impact, l'intérêt d'être accompagné pour une entreprise quand elle a une problématique spécifique. On voit l'impact direct sur le chiffre d'affaires, 56%, c'est loin d'être neutre, et 63% ont recruté. On voit qu'une bonne prise en considération des éléments stratégiques, qui sont encore une fois RH ou innovation ou autres, ont un impact positif dans le développement de l'entreprise. Et vous allez me dire, mais oui, mais c'est que des grosses entreprises qui font ça. 54% des entreprises ont entre 11 et 49 salariés. Donc, ce sont majoritairement, et je rajouterai les 26% de moins de 11 salariés, on est à 80% d'entreprises de moins de 50 salariés. Donc, c'est un dispositif qui est complètement adapté aux entreprises qui sont sur le territoire de l'Occitanie, parce que je crois que de mémoire, c'est 88% d'entreprises qui ont moins de 50 salariés. Donc, ce n'est pas accessible uniquement aux grandes entreprises, ce sont bien les TPE, les PME de nos territoires qui peuvent avoir accès à ce type de dispositif et on voit donc l'impact positif pour elles. Quand on est sur la formation des actifs, je voulais juste faire un focus sur les possibilités de financement que vous avez pour vos salariés. Encore une fois, sur le développement des compétences, c'est un sujet qui est important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des moyens qui sont importants et qui sont mis à disposition des entreprises. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, c'est le moment d'y aller. Si vous avez des besoins en formation, vraiment, allez-y. Une ligne qui s'appelle le FNE Formation, donc c'est un dispositif de l'État, où les OPCO ont la possibilité de prendre en charge des actions de formation pour les entreprises, évidemment. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était uniquement les entreprises qui étaient en difficulté. Ça s'est ouvert pendant l'été. On est aussi sur les entreprises qui sont en mutation, qui ont eu un impact, par exemple, pendant la crise sanitaire et qui aujourd'hui veulent se réadapter par rapport à la crise sanitaire. Donc, on parlait du FNE parce que c'est vrai que ça garde une image de dispositif temporaire pendant Covid pour le chômage partiel. Et là, c'est une opportunité qui vient en dehors de l'enveloppe, même s'il ne faut pas utiliser ce terme, de formation habituelle de l'entreprise. Et c'est très intéressant de développer ce sujet-là parce que on est sur quelque chose de supplémentaire qui vient à l'appui des besoins des entreprises. Absolument. Donc, c'est pour ça que je me permettais de faire un focus. C'est le moment, si les entreprises ont vraiment des besoins en matière de développement des compétences, de formation pour leurs salariés, il y a ce dispositif qui est vraiment là pour les accompagner.
Tous les OPCO ont accès donc, au FNE. Donc, vous pouvez interroger tous les OPCO. Ils ont des enveloppes financières qui sont intéressantes. Et vraiment, c'est le moment d'interpeller votre OPCO pour avoir les financements qui vont bien. L'État investit énormément sur ce sujet pour justement préparer la reprise et faire en sorte que la relance soit au rendez-vous. Donc, avec ce dispositif, en tout cas, vous avez des moyens réellement pour former vos salariés. Allez-y, n'hésitez pas. J'ai cité le dispositif de la région également, qui est un dispositif intéressant où on a des financements également pour accompagner les entreprises en matière de formation de leurs salariés. Et puis un dispositif, mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet, qui s'appelle la Pro-A. La Pro-A, c'est un dispositif qui est financé par les OPCO. Tous les OPCO ont accès à ce dispositif et qui permet justement le développement des compétences d'un salarié. On est sur de la formation plus longue, plus structurante, pas une action de formation sur 7 heures, mais quelque chose qui permet réellement le développement d'une compétence pour un salarié. Sur cette, c'est vrai que je voulais vous faire un focus sur ce qu'on peut mettre en œuvre en termes d'actions concrètes entre acteurs. Par exemple, on travaille avec une structure qui s'appelle Escale Asset et donc vraiment on va travailler avec eux, avec donc, le président d'Escale Asset pour trouver des solutions sur la problématique du recrutement saisonnier, qui est un vrai sujet. Quand on est asset et qu'on réfléchit au recrutement, on se rend compte qu'effectivement, le problème de la saisonnalité est un vrai sujet. Ça embarque des tas d'entreprises, de branches professionnelles. L'immobilier, évidemment, est concerné. L'hôtellerie-restauration, évidemment, est concernée. L'hôtellerie de plein air, évidemment, est concernée. Donc, on va essayer de trouver. Et quand je cite ces 3 branches professionnelles, ce n'est pas un hasard, c'est que c'est 3 OPCO différents. Donc, c'est bien un travail en commun entre nous qui va permettre de le faire. On est dans les locaux de la CCI avec Purple Campus, donc l'organisme de formation de la CCI. On va travailler sur justement les commerces assets, donc à 40-50 commerces qui ont été détectés, et on va donc les former donc à la gestion de la clientèle croisiériste. Donc là, c'est parti, on est sur cette action, donc c'est typiquement une action de formation à destination des salariés de ce territoire qu'on peut mettre en place dans le cadre d'une GTEC. Vendeur en connaissances numériques, je l'ai déjà évoqué, et donc les formations hôtellerie-restauration avec Acto, je l'ai déjà évoqué. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion de mes propos. Ce tableau barbare, c'est pas du tout l'idée, c'est pas de les commenter, mais c'est vraiment les tableaux de bord qu'on a entre partenaires. Et vous voyez qu'on est en capacité, justement, avec les différents acteurs, d'apporter une loupe sur un territoire et de dire, voilà, il y a des entreprises qui vont bien, on a les branches professionnelles qui nous disent, ben voilà, on souhaite recruter, on a des difficultés à recruter, donc c'est les entreprises, les branches professionnelles qui sont en vert, et on a en rouge les entreprises qui nous disent, ah par contre, là, chez nous, ça va un peu moins bien, et on souhaite effectivement, malheureusement, on craint malheureusement de devoir licencier. Donc, on a cette photo-là sur un territoire quand on est sur de la GTEC. On a les baromètres, donc, en tout cas exprimés par les entreprises qui sont interrogées en termes d'évolution du chiffre d'affaires, du CA, du résultat, etc. Donc, vous voyez qu'on a ces capacités à avoir ce focus-là. Et on a également un focus qui est apporté sur est-ce que les entreprises sont prêtes à recruter, que ce soit en alternance, contrat de pro, contrat d'apprentissage, voire à accueillir des stagiaires de 3e. Ce n'est pas inintéressant quand on est sur la promotion des métiers. Vous voyez qu'on a ce type d'outil qui permet d'avoir vraiment un regard très précis à l'échelle d'un territoire. Là, j'ai zoomé Occitanie, mais on peut faire un zoom également par territoire. Sur 7, sur Nîmes, on a exactement les mêmes focus et c'est ça, ce type d'outils que les acteurs du territoire utilisent justement pour prendre leurs décisions en matière d'action. Voilà, moi j'arrive au terme de mon intervention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, merci beaucoup, merci à vous. Philippe Mazas, pour cet éclairage très complet et pédagogique à la fois. Je crois qu'effectivement, on a un travail tous autour de la table de sensibilisation, de porter à connaissance des dispositifs. Il y en a beaucoup d'acronymes, c'est vrai, mais à chaque fois, c'est quelque chose d'opérationnel et le fait de montrer cette slide sur l'impact concret
que peut apporter du conseil, une action à un moment donné, d'accompagnement d'une entreprise sur son bon fonctionnement, sur son chiffre d'affaires. Je crois que ça donne du sens à ces démarches. Et je parlais tout à l'heure de l'isolement du chef d'entreprise. Je crois que justement, la première action que peut faire un chef d'entreprise, c'est de sortir de sa coquille, de sortir de cet isolement, d'aller rencontrer les différents acteurs, d'exposer, d'oser parler de ces problématiques, parce qu'il y a fort à parier que dans sa branche ou dans son entourage d'entreprise, il y ait des problématiques communes auxquelles les acteurs ont réfléchi et proposé un certain nombre de dispositifs. Donc, merci encore pour cette présentation très, très complète et concrète. Merci. Je laisse le temps du transfert du BIP pour présenter donc, et laisser la main à M. Sampietro, donc, qui va mettre un éclairage particulier sur la prestation de conseil en ressources humaines, la PCRH. Quand on parle d'appui conseil RH ou de prestation conseil RH, finalement, derrière, on parle de la même chose, même si les financements, les dispositifs peuvent s'articuler différemment. Donc, merci de mettre en lumière un petit peu ce dispositif qui, il me semble, peut être un préalable ou une brique en amont d'autres actions pour les faciliter et aider le chef d'entreprise qui n'a pas toujours non plus, surtout dans des entreprises de moins de 50 salariés, qui plus est de moins de 10, de ressources pour gérer les RH à proprement dit. Merci, bonjour à tous et toutes. Donc, Pierre Sampietro de l'ADETS. Alors, l'ADETS, un petit mot, hein. Oui, c'est la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Elle a son pendant au niveau régional qui est la DRETS. Hein. Alors, il y a un mot de plus pour économie, mais c'est l'ancienne directe au niveau départemental, au niveau régional, qui s'est mariée avec les anciennes directions départementales de cohésion sociale pour la partie cohésion sociale. Et donc, on a ajouté une brique solidarité à ce qu'étaient les directs. Avant de rentrer dans la question de la prestation de la PCRH, moi je voudrais délivrer un message, enfin, M. Mazal a dit, hein, aujourd'hui l'État intervient très fortement hein, sur l'économie d'une manière générale et sur le social aussi d'une manière assez massive, mais intervient aussi en partenariat hein, avec les conseils régionaux, avec effectivement les OPCO, avec d'autres partenaires. Moi je voudrais délivrer un message en trois points, avant de rentrer dans le détail. Hein. D'abord, l'anticipation et la prévention. Deuxièmement, vous l'avez dit, chef d'entreprise, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, il y a des dispositifs et on est là pour vous accompagner. Et troisièmement, ne pas oublier les ressources humaines, ne pas oublier les hommes et les femmes qui constituent vos entreprises parce que c'est le cœur du sujet. Et c'est souvent, malheureusement, le troisième élément qui est un petit peu oublié. Donc, sur l'anticipation et la prévention, je crois que M. Mazan en a parlé. On est dans une période aujourd'hui de profonde mutation économique qui se profile un petit peu devant nous. Hein. Transition écologique, transition numérique, transition stratégique, je dirais d'une manière générale, liée au Covid, mais pas que. Avant le Covid, on avait déjà ces défis à relever. Et tout ça, ça veut dire que si on ne prend pas en compte des notions d'anticipation, et là je ferai la référence presque à la santé au travail, hein, qui est un autre débat en matière de ressources humaines, si on ne prend pas en compte tout ça en anticipation, on se retrouve face à un mur quelquefois et à devoir prendre des décisions, y compris en ressources humaines, extrêmement compliquées. Donc on est là aussi pour vous aider à anticiper, et on sait que ce n'est pas facile, parce que le chef d'entreprise, il a la tête dans le guidon souvent, surtout dans les PME, hein. Et c'est extrêmement compliqué de prendre un peu de recul pour essayer d'anticiper et de prévenir. Et pourtant, que ce soit en matière de santé au travail ou en matière de ressources humaines classiques, je dirais, plus classiques, c'est quand même comme ça qu'on arrive à passer les caps. Donc, bien anticiper, prévenir. Deuxièmement, on l'a dit, on le redit, il y a de plus en plus de dispositifs qui sont à nos dispositions et l'État, que ce soit les DES ou d'autres partenaires, d'abord on travaille en partenariat et ensuite on est là pour vous accompagner
vers cette transition, vers cette évolution, vers ces mutations économiques avec des dispositifs alors, qui sont variables. Il y en a beaucoup. Quand on est à chaud, quand on est en difficulté économique, il y a l'activité partielle de longue durée, il y a les accompagnements dans le cadre de PSE, de plans sociaux. Mais avant d'en arriver là, et pour ne pas en arriver là, il y a un tas de dispositifs. M. Mazal disait un dispositif qui s'appelle le FNE Formation, qui a été réactivé assez récemment. Et puis en amont, j'en parlerai, le dispositif de prestation de conseil en ressources humaines. Et troisième élément, ne pas oublier les femmes et les hommes. Parce que quand on est dans des logiques économiques pures, on investit beaucoup. On investit sur le matériel, on investit sur le marketing, on investit sur un tas de sujets. Et puis, on oublie, parfois, souvent, d'investir dans les hommes et les femmes. Alors, je vais vous citer un exemple qui n'est pas nouveau, mais qui illustrera l'appui conseil RH, qui s'est passé il y a quelques années dans un autre département, dans lequel je sévissais également. C'est une entreprise d'une 60aine de personnes qui fabriquait des chaussures, une partie de la chaussure, la tige, je veux dire. Et puis, cette entreprise, fabrication traditionnelle, il se trouve que le chef d'atelier, il doit être opéré, donc il est hospitalisé. Il a 30 jours d'arrêt, et comme c'est quelqu'un d'actif, pendant ces 30 jours d'hospitalisation, il réfléchit à comment je vais faire pour améliorer le processus de production, etc., etc. Donc il imagine un truc super bien, avec de l'investissement, une automatisation de la chaîne de production, et puis ça va faire gagner entre 10 et 15% de productivité. C'est parfait, sur le papier, c'est génial. L'investissement se fait, on lance le truc, et puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il n'y a pas 10 et 15%, c'est plutôt le contraire. Ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y avait 3 trucs qui avaient été oubliés. Premièrement, on ne s'était pas posé la question de quelles compétences nouvelles on avait besoin. Deuxièmement, on n'avait pas trop aussi, en lien avec ça, on n'avait pas trop consulté les salariés. Deuxièmement, on ne s'était pas posé la question de quelle nouvelle organisation du travail ça induisait. Et troisièmement, on avait oublié un truc, c'est que les salariés de cette entreprise, ils étaient payés à la pièce. Et que là, ça ne marche plus. Avec un système automatisé, une chaîne de production, ça ne marche plus la pièce. Donc, comment on fait? Alors, ils sont venus nous voir à l'époque, alors c'était la DD2FP pour les anciens, ils sont venus nous voir un peu affolés en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? On leur a dit, il y avait une prestation. Alors, ça ne s'appelait pas PCRH, à l'époque, ça s'appelait appui conseil. C'était la même chose, c'était exactement la même chose. Et donc, on a fait intervenir, effectivement, un consultant, et on a tout repris. Enfin, le consultant a tout repris, c'est-à-dire on a tout repris à la base, consultation alors à l'époque, il y avait un comité d'entreprise ou du CHSCT, réflexion, association des salariés, et puis on s'est dit, mais donc du coup, de quelles compétences on va avoir besoin, quel plan de formation il va falloir mettre en place, quelle organisation optimale, et puis quelle rémunération pour que les salariés aient une rémunération qui soit motivante, mais liée à une chaîne automatisée. Et au bout du bout, on est arrivé à peu près à ressortir, mais on est arrivé après coup. Et si on avait imaginé avant toutes ces situations-là, ça ne serait pas arrivé là. Donc ça pour dire que je reviens sur la première partie, anticipation. Et puis troisième, association des salariés. Si on oublie tout ça, on a beau avoir un schéma théorique magnifique, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas, et après ça a des coûts en termes de qualité, en termes de rentabilité, etc. Ce n'est pas que un problème de ressources humaines, c'est que ça a des coûts vraiment fondamentaux. Donc du coup, par rapport à ça, on a une prestation effectivement qui permet d'anticiper, qui permet alors sur un champ très large, je dirais que cet outil qui s'appelle la prestation de conseil. Peut-être je fais une petite coupure pour poser à nouveau une question au public donc, qui est en ligne pour savoir si effectivement cette prestation PCRH, ils la connaissent ou ils ne la connaissent pas. Parce que c'est vrai que souvent, j'entends, moi, les chefs d'entreprise dire oui, mais on n'a pas accès, ou il n'y a rien. Et en fait, si, il y a beaucoup de choses, mais parfois, on manque de connaissances. Donc, petite question, et je vous laisse effectivement nous présenter ce dispositif que moi, sous ma casquette chef d'entreprise, je connais bien et qui répond vraiment je vous rejoins là-dessus, un éventail très large de problématiques. Et ce dispositif, effectivement, il est vraiment adapté aux PME. Alors, il peut concerner les entreprises de moins de 250 salariés, donc c'est large, mais
particulièrement, et on verra dans les chiffres que je vous présenterai, ça concerne plutôt la cible, c'est les moins de 50 salariés en individuel et les moins de 10 salariés en logique collective. Alors, l'idée, c'est d'accompagner les entreprises avec l'intervention d'un consultant qui va alors, souvent aussi avoir un œil extérieur, quelqu'un qui a une certaine compétence sur un domaine, qui en plus a une expérience extérieure, du recul, ça va permettre finalement d'avancer parce qu'on va pouvoir prendre le temps et puis dans une logique là aussi d'association des salariés et sur des logiques qui sont extrêmement variées. Donc là on est vraiment sur tout ce qui concerne les ressources humaines. Donc ça peut aller de l'accompagnement à la réponse aux difficultés économiques qui sont liées au Covid, vous le citiez, la mise en place du télétravail, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans les PME. Comment est-ce qu'on fait pour que ça marche? Le recrutement, vous l'avez évoqué, ça devient quand même un sujet fondamental. L'organisation du travail, parce qu'effectivement, même ne serait-ce que la mise en place du télétravail, ça va générer une organisation du travail un peu différente. L'organisation du travail, c'est un sujet. J'ai l'exemple d'une entreprise à de l'Hérault, plus récent, où l'Hérault, c'est 120 personnes, qui a complètement revu son organisation du travail. Ils sont passés d'une organisation du travail en 3-8 d'un côté, plus des équipes de week-end, à une organisation en 5-8. On travaille, donc du coup, des salariés qui ne travaillaient pas de jour travaillent de nuit, de nuit, ils travaillent de jour, 2 jours travaillent de nuit, qui ne travaillent pas le week-end sont amenés à travailler le week-end. Ça a généré le départ d'une dizaine de salariés. Et si on n'accompagne pas ce genre de processus qui a amélioré parce qu'il y a eu un investissement productif derrière de chaîne de production, mais du coup, chaîne de production qui va vite, il faut la faire marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça génère un certain nombre de choses. Et si on n'accompagne pas cette organisation du travail, on a des risques psychosociaux. Et à l'arrivée, au niveau de la DES, on récupère les sujets en termes d'inspection du travail parce qu'on a vraiment de la souffrance au travail, on a vraiment des grosses difficultés. Et ça se paye aussi en termes de qualité et en termes de rendu aussi de la productivité de tout le monde. Donc il y a vraiment l'organisation du travail, c'est un sujet, la durée du travail, c'est un sujet extrêmement important sur lequel il y a besoin, alors à la fois d'être accompagné et puis aussi d'associer les salariés, de discuter, de dialoguer, de discuter. La GPEC, M. Mazin l'évoquait, bon, c'est un terme barbare, hein, gestion prévisionnelle de l'emploi des compétences, mais tout ça, c'est juste pour dire anticiper, c'est juste pour dire de quelles compétences demain je vais avoir besoin en lien avec mon projet d'entreprise. Ce qu'il faut dire aussi, l'appui conseil RH, je crois, et quelle que soit l'intervention aussi des aides de l'État, c'est que le cœur du sujet, c'est le projet d'entreprise. Et ça, le projet d'entreprise, c'est le chef d'entreprise qui va le porter. C'est pas l'État. Hein, non, on ne va pas porter le projet d'entreprise. C'est le chef d'entreprise qui porte son projet d'entreprise, mais on va l'aider. Par contre, on va lui dire, votre projet d'entreprise, il faut que vous ayez dans ce projet toutes les dimensions. Et dans toutes les dimensions, et celle qui souvent est oubliée, c'est la dimension RH. Et là, on peut vous accompagner. Pardon. Ce qu'on peut préciser, c'est que cet accompagnement donc, qui est fait par un certain nombre de consultants est un accompagnement spécifique, c'est-à-dire il n'y a pas 2 accompagnements identiques. À chaque fois, on parle du projet d'entreprise, des hommes et des femmes de cette entreprise pour arriver à un objectif, un cap qui est donné, où on va mettre en œuvre les actions et mettre en mouvement les acteurs. Ça, je pense que c'est important. C'est effectivement très personnalisé, mais en même temps, ça peut être aussi, avec l'expérience du consultant, ça peut être aussi profiter de bonnes pratiques qui se sont faites par ailleurs. Et du coup, c'est à la fois, on gagne du temps parce que sans plaquer un exemple très simple, mais l'adapter aux réalités d'entreprise. Mais toujours en partant du projet d'entreprise. Je crois que ça, c'est important. Hein. On ne pourra pas faire le projet d'entreprise dans la planche à blanc. Par contre, on peut l'accompagner sur ne pas oublier un certain nombre de fondamentaux. Et un des fondamentaux, c'est quand même les ressources humaines. Et ça, malheureusement, on se rend compte que souvent, c'est un petit peu par rapport de la réflexion. Professionnalisation aussi des salariés. Donc, cette évolution, quels sont les métiers de demain? Quels sont les métiers de demain dans l'entreprise? Où j'en suis aujourd'hui de mes métiers? Où je veux aller? Et quel est le gap
qu'il faut que je franchisse. Et là, on a le FN de formation, on a un certain nombre d'outils qui peuvent accompagner. Et quelles sont les évolutions de compétences que je fais pour que je motive mes salariés? Comment je vais négocier tout ça aussi selon la taille de l'entreprise? Donc, il y a la dimension de dialogue social aussi, qui est importante et sur laquelle on peut être accompagné dans le cadre de cette prestation appui conseil RH. Donc, vraiment quelque chose de très complet, mais qui part du besoin de l'entreprise. Sur les modalités, peut-être un mot. C'est vrai qu'une entreprise qui n'a jamais fait appel à du conseil, et il y en a beaucoup dans les TPE, PME, concrètement, le consultant, qu'est-ce qu'il fait, combien de jours il peut venir, voilà. J'allais y venir. Donc, les modalités, bien sûr, hein, il y a 2 niveaux d'accompagnement. Hein, un accompagnement plutôt court, qui va entre 1 et 10 jours, et puis un accompagnement un petit peu plus long, plus approfondi, en fonction d'une problématique qui a été repérée et qu'on va travailler, qui est entre 10 et 20 jours. Donc, d'un consultant. Alors, le consultant, c'est quelqu'un qui peut être pris sur une liste régionale qui existe déjà. Il y a 70 consultants qui ont été référencés au niveau régional. Les nouveaux textes ont fait en sorte que cette obligation de référencement n'existe plus. Donc, on peut faire appel à un consultant qui n'est pas référencé. Simplement, c'est au moins de l'instruction, je dirais, du projet qu'on appréciera si le consultant est référencé ou pas. Donc, pour plus de sûreté, si vous prenez un consultant référencé, vous avez plus de chances de ne pas avoir ce souci, je dirais, ensuite à l'instruction. Donc, des consultants référencés, la porte d'entrée, c'est soit la DETS ou la DETS PP, sur le département, je ne rentre pas dans le détail, soit l'OPCO, puisque là, il y a eu. Donc, c'est une prise en charge qui, théoriquement, était à 50% du coût du consultant, mais maintenant, et je pense jusqu'en 2022, avec le cofinancement des OPCO, on arrive à une prise en charge à 100%. Donc, la porte d'entrée, c'est votre OPCO ou la DETS. Si l'OPCO ne répond pas, allez à la DETS. J'ai mis dans les contacts personnels, je dirais, de la DETS de l'Hérault. Et à partir de là, vous choisissez au niveau de l'entreprise un consultant sur une problématique donnée, ou pas, parce que ça peut être un peu général, et vous travaillez le consultant, et il y a une prise en charge qui aujourd'hui quasiment est à 100%, donc ça vaut vraiment la peine. C'est extraordinaire. Là, il y a une opportunité aussi bien, et on le verra sur transition collective aussi, c'est un peu le même sujet, il y a une opportunité d'aide de l'État qui n'existait plus avant, qui n'existait pas. Donc aujourd'hui, il faut s'en saisir, je pense. En tout cas, sur l'appui conseil, je pense qu'il faut s'en saisir parce que c'est important de pouvoir être accompagné dans la réflexion que vont avoir les chefs d'entreprise. Cet accompagnement, il peut être individuel ou collectif. Individuel pour les entreprises, je dirais jusqu'à 10 salariés, et pour les 10 et plus, pardon, et pour les moins de 10 salariés, ça peut être individuel, mais ça peut être aussi collectif pour avoir des logiques collectives RH, parce qu'on peut se poser la question dans les toutes petites entreprises de partager une fonction RH, partager des problématiques. Et donc, avoir une approche collective, soit par branche, soit par bassin d'emploi, ça peut être, il y a plusieurs possibilités. Et là aussi, il y a une possibilité d'accompagnement qui est faite dans le cadre de l'appui conseil RH et qui est assez intéressante. Alors, donc, moi, sans rentrer trop dans le détail, je pense que l'apport d'entrée, je vous dis, c'est OPCO, DETS, choix d'un consultant. Et on est là aussi pour si vous vous posez la question, on est là pour vous guider au niveau de la DETS, au niveau des OPCO, sur pas le choix d'un consultant en tant que tel, parce qu'on n'a pas à vous donner un nom, mais en tout cas, il y a une liste. Mais en fonction de la problématique, vous dire que vous pouvez aller vers tel ou tel conseil, tel ou tel appui pour vous aider à avancer. Peut-être expliquer que c'est simple de mettre en œuvre, c'est-à-dire c'est un contact, vous avez un dossier qui est complété seul ou accompagné de l'OPCO, de la DETS, éventuellement du cabinet que vous avez choisi. Et les délais d'instruction sont relativement courts. Et c'est vrai que c'est très simple à mettre en œuvre. Il n'y a pas de difficulté particulière à partir du moment où on a choisi son consultant, on est dans le cadre, mais le cadre il est là. C'est très simple à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, vous voyez, sur les dossiers, on en a 35, on a eu 35 l'an dernier dans l'Hérault, c'est entre 35 et 40, je dirais. 45, les deux gros départements de la région, ce n'est pas étonnant, c'est la Haute-Garonne et l'Hérault qui sont les plus consommateurs, mais le Tarn aussi, il n'y a pas de taille aussi importante à quand même le recours à l'appui conseil. Donc, ça veut dire que finalement, s'il y a de bons relais
et je pense à la CCI ou d'autres, s'il y a de bons relais pour faire connaître le dispositif, il peut être utilisé et je pense que ça vaut vraiment la peine de l'utiliser, sachant qu'il y a d'autres appui conseils qui sont un peu équivalents du conseil régional ou autre, si vraiment vous n'arrivez pas à répondre à la demande. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut répondre à la demande. Ça peut s'imbriquer. Et ça peut s'imbriquer et être complémentaire. C'est-à-dire qu'on a à la région le pass-RH qui est un pré-diagnostic ou à la chambre de commerce une offre de diagnostic RH qui est un diagnostic court qui peut permettre d'être la première brique à cette prestation conseil RH plus longue et personnalisée. Donc au niveau ça ne change pas, en 2021, on est à peu près sur les mêmes, si on regarde un petit peu les tailles d'entreprises qui ont recours aujourd'hui à la prestation, c'est majoritairement, vous voyez, des entreprises de moins de 50, si on est à plus de 90% des entreprises de moins de 50 salariés, c'est bien la cible qu'on voulait de toute façon, et quelques entreprises de moins de 10, on est à quand même 40% d'entreprises de 10 et moins salariés, donc c'est quand même intéressant. Les TPE s'intéresse aussi au sujet et que ça répond à leurs problématiques. Alors, les activités sont assez variées, il n'y a pas de secteur véritablement qui ressort de l'eau. On a un peu tout, de l'industrie, du commerce. Et puis sur les thématiques, c'est beaucoup quand même lié au processus de recrutement, d'évolution des compétences, de stratégie de base, de structuration de RH. Ce qui est logique, puisque ça s'adresse à des entreprises de relativement petite taille qui n'ont pas de service RH et qui ont besoin de structurer, je dirais, leur fonction RH. L'intérêt aussi de l'appui conseil, il y a ce côté RH de manière générale, mais c'est aussi pour ensuite mettre en place un certain nombre d'actions beaucoup plus, je dirais, qui vont rejoindre la formation professionnelle ou les évolutions des compétences, et notamment la transition collective. Mais aussi, je dirais que sur les problématiques qui vont se poser au niveau des entreprises par rapport à la formation des salariés, à l'évolution des compétences, il va y avoir une problématique interne et externe. Sur la problématique interne, je ne m'approfondirai pas là-dessus, mais je dirais que c'est ce que disait M. Mazas, c'est le besoin d'évolution des compétences des salariés et mettre en place des plans de formation. Et là, il peut y avoir la prestation et fin de formation. Mais là encore, et par expérience, si on dit je veux former mes salariés, j'y vais, ça ne marche pas. Parce que le plan de formation, il faut qu'il soit lié au projet d'entreprise. Sinon, ça n'a pas de sens. Et il faut qu'il soit lié au projet d'entreprise. Il faut qu'il y ait une réflexion. Et l'appui conseil en ressources humaines, justement, avant de vous lancer dans un plan de formation, réfléchissez avant. Identifiez les besoins, mettez-les en connexion avec votre projet d'entreprise et après, vous lancez votre plan de formation. C'est pour ça que cette prestation, effectivement, je pense qu'elle se situe beaucoup en amont d'actions de formation ou d'actions de transition collective qu'on va évoquer, parce qu'il y a ce besoin de réflexion en amont pour connecter la question des ressources humaines avec la question du projet d'entreprise. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, on se plante. Par expérience, il y a eu beaucoup de loupés parce que justement, on n'a pas fait cette phase amont et parce qu'on n'a pas non plus associé les salariés. Et dans cette phase amont, il y a le dialogue social et il y a l'association des salariés, la discussion. Parce que finalement, les salariés, ce sont quand même eux qui connaissent le mieux l'entreprise et son fonctionnement. Et si on oublie cette phase-là, on a des chances, alors, pas à 100%, mais on a quelques chances de passer à côté et de se planter. Donc, vraiment, la prestation PCRH, je pense c'est un couteau suisse qui peut être utilisé dans plein de situations, et surtout pour anticiper. Je crois que c'est important. S'il y a une chose à retenir, c'est que vraiment, utilisez-la. Aujourd'hui, c'est quand même gratuit, c'est pratiquement. C'est quand même intéressant. Alors, moi, je ne suis pas trop pour la gratuité parce qu'il faut que les entreprises, ça ait un coût pour que ça ait de la valeur. Mais bon, il y a la gratuité aujourd'hui presque tout le temps, donc il faut en profiter et surtout utilisez-la parce que c'est nécessaire dans une époque où effectivement on va vivre et on vit de profondes mutations qui nécessitent justement ces réflexions. Ça, c'était juste le PCRH. Pour introduire juste les transitions collectives, puisque c'est un dispositif d'État, je veux quand même en parler, d'État, mais partagé avec les partenaires sociaux. C'est quelque chose qui a été réfléchi en partenariat. La question des transitions collectives, elle est simple.
Après, la mise en œuvre, on va le voir, elle devrait être simple, mais pas aussi simple, et c'est notre rôle, je dirais collectivement, de le rendre simple. La question, elle est simple, c'est de dire, on a des emplois dans les entreprises du fait des mutations économiques qui sont fragilisées, qui vont disparaître. À côté de ça, dans le bassin d'emploi, on va avoir des emplois, alors même, ça s'appelle des emplois porteurs, hein. Et dans les emplois porteurs, il y a à la fois des emplois, je dirais, en tension, hein, qu'on n'arrive pas à pouvoir, et puis des nouveaux emplois. Des nouveaux emplois qui vont émerger du fait de ces transitions numériques, écologiques, énergétiques. Je vous donne un exemple sur Béziers. On a une entreprise qui s'appelle Genvia, qui fait partie du groupe Schlumberger et qui va mettre en place un certain nombre d'outils liés à l'hydrogène. C'est une entreprise qui démarre. Elle est à zéro aujourd'hui. Il nous est dit que la chaîne de production, si ça marche bien, ces générateurs d'hydrogène qui vont servir à faire des trains ou un certain nombre de véhicules, ça pourrait générer 500 emplois d'ici une dizaine d'années, entre 5 et 10 ans, on ne sait pas, ça dépend comment ça va évoluer. Donc ces emplois-là, ils sont nouveaux. Ils n'existent pas aujourd'hui. On va les inventer. Donc si on commence à réfléchir à l'anticipation de ces emplois, si on se dit que les salariés qui finalement sont dans les entreprises aujourd'hui fragilisées, qui vont perdre leur emploi, on les forme à ces emplois de demain, on évitera le sujet d'avoir des salariés à Pôle emploi qu'il va falloir reclasser et parfois on aura peut-être des difficultés, et des emplois sur le bassin d'emploi qui ne trouveront pas preneurs parce qu'on n'aura pas des gens formés. Donc ça, c'est la théorie, et je dirais que c'est très bien. Et du coup, l'idée, c'est aussi de dire ce bassin d'emploi, il va être, je dirais, dynamique parce qu'il va à la fois former des salariés et il va créer de l'emploi et il va permettre de faire la jonction entre les besoins des entreprises nouveaux ou en tension et des salariés qui vont perdre leur emploi mais qu'on va pouvoir finalement former et qualifier aussi, parce que c'est un des sujets. Après, comment on fait en pratique? Je laisserai la parole. Hein. Comment on fait en pratique pour que tout ça devienne... parce que le sujet quand même de cette logique de transition collective, ça va être de former un salarié sur un projet qui va être le projet à la fois du salarié, personnel, et qui va être aussi en connexion avec les emplois porteurs du bassin. Donc il va falloir tout ça accompagner là aussi. Hein. Je vous laisserai la parole. Il va falloir accompagner le salarié, il va falloir accompagner l'entreprise. L'intérêt, malgré tout, de tout ça, c'est que là aussi, l'État met les moyens. Il y a 500 millions d'euros sur 2 ans qui sont mis sur cette action et ça va rien coûter à l'entreprise puisque le salarié sera pris en charge, les coûts pédagogiques et les coûts de salarié seront pris en charge à 100% par l'État. Donc du coup, on a quand même une vraie opportunité pour les entreprises et pour les salariés. Et je dirais que pour les entreprises qui peuvent se poser la question de, bon, finalement, ces salariés, ils sont chez moi, mais je risque de les perdre. Pour l'entreprise, ça peut être, c'est gagnant, parce que de toute façon, il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces salariés. Donc, soit ces salariés, ils vont trouver un emploi ailleurs, et puis bon, ce sera gagnant pour tout le monde. Soit ils vont rester dans l'entreprise, parce que l'entreprise ira mieux, et ça va être des compétences nouvelles qui vont être apportées à l'entreprise. Soit ils vont libérer des postes, peut-être, pour faire un turnover au sein de l'entreprise, et donc, du coup, ça va créer du mouvement dans l'entreprise. Donc, Monsieur Lacoma nous expliquer ce mécanisme. Au final, c'est du gagnant-gagnant. Tout à fait. C'est ça qu'il faut bien intégrer dans cette logique. Et c'est la première fois, je crois, qu'on a cette anticipation quand même. Il faut le souligner, parce que justement, je reviens sur mon point introductif, anticipation. C'est la première fois qu'on anticipe autant, je dirais, sur les évolutions. Parce que là, on va au-delà de l'entreprise, on va sur les besoins d'un bassin et les besoins futurs qui vont se faire jour. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et on répond à cette problématique aussi, et à mon avis, c'est la première fois aussi, de formation des salariés, parce que quand même, là, le constat qu'on peut faire, c'est que sur la question de la formation des salariés, on est loin du compte. On est vraiment très loin du compte, les OPCO sont bien placés pour on est vraiment très loin du compte entre les moyens qui sont à la disposition des entreprises, les fonds de la formation, et la réalité des formations qui sont réalisées. Moi, pour avoir un peu d'expérience là-dedans, quand je voyais, il y a quelques années, des plans de formation des entreprises, ça se limitait à, je vais être caricatural, mais ça se limitait à l'encadrement et à la secrétaire de direction. C'est tout.
Les ouvriers, la on a maîtrise. progressé, mais il y a encore du On chemin a à progressé. faire, Ça, c'est presque la caricature. Je le fais volontairement. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup progressé. En tout cas, je suis sûr qu'il y a beaucoup à progresser. Les besoins sont là, en tout cas, je pense que tous, on a à cœur d'offrir les solutions, de les rendre accessibles, parce que pour voir les chefs d'entreprise au quotidien, les problématiques sont bien là, l'envie est là. C'est vrai que parfois, il manque le liant. Et j'espère que les différents éléments que vous avez tous présentés ce matin, et Alexis Lacoma va nous présenter Transco, permettront justement de passer le pas. Je crois que tout est réuni pour Notre le responsabilité faire. collective, c'est de porter cette parole-là et d'essayer d'accompagner l'entreprise vers ces évolutions. Sans donner de leçons, je veux dire, en étant vraiment très factuel et puis en voulant vraiment que ça avance. Merci beaucoup, Monsieur Sampietro, pour cet éclairage sur un outil qui effectivement est accessible, financé, vraiment large dans les spectres d'intervention et très concret, pragmatique. Je laisse donc effectivement la parole. Alors peut-être je vous laisse, Monsieur Sampietro, passer le petit bip. La parole donc à Alexis Lacoma, responsable de projet régional pour Transco, qui va nous expliquer comment ça marche, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est ça. Donc, merci Monsieur Sampietro pour cette transition qui est toute faite sur le dispositif transition collective. Donc, effectivement, Alexis Lacoma, je suis responsable du projet Transco en Occitanie chez Transition Pro Occitanie, que je représente aujourd'hui et qui est très heureuse de participer à cet atelier RH pour présenter ce dispositif qui s'intègre complètement dans la dimension actuelle et le sujet du jour qui est quelles sont les solutions accessibles aux TPE, PME et aux salariés dont les métiers évoluent ou les emplois sont fragilisés. Et c'est tout l'intérêt de ce dispositif. Et on verra à travers le parcours qu'on va faire aujourd'hui dans cette présentation. Ce sera aussi l'occasion pour nous de vous présenter les missions qui ont été confiées à l'association Transition Pro Occitanie, notamment à travers la réforme de la formation professionnelle de 2018. On verra également, du coup, on rentrera dans le focus du dispositif transition collective. On verra comment et à travers quel processus on peut mettre en œuvre ce dispositif qui est ouvert aux entreprises et à leurs salariés. On verra le rôle, mais très rapidement, des intervenants et des parties prenantes qui interviennent dans ce dispositif. On verra le cadre de celui-ci et on vous fournira avec cette présentation un kit, un mode d'emploi qui s'adresse aux entreprises et aux salariés. Et puis je pense qu'à la fin de la présentation, il y aura un temps de questions-réponses pour répondre à ces éléments, pour faire quelques précisions. On a mis également en annexe un lexique qui vous permet, au cas où si vous retrouvez des sigles dans la présentation ou si j'ai utilisé des acronymes, pour vous permettre de vous référencer. Ce qu'on peut dire avant que vous démarriez à notre public internaute, c'est que le support de notre présentation sera bien entendu accessible et transmis à l'ensemble des participants pour que vous puissiez retrouver les dispositifs, les explications, les contacts vers les bons interlocuteurs et qu'au niveau de la Chambre de commerce, on a également donc Christophe Maillet qui peut centraliser vos questions et vous réorienter ensuite vers les différentes ressources accessibles. Juste une troisième question, comme ça a été le cas précédemment pour notre public justement, c'est connaissez-vous ce dispositif Transco? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou c'est la première fois que vous découvrez ce dispositif? Donc, vous pouvez répondre sur le chat. Et Alexis, merci pour cette introduction. Je vous laisse poursuivre. Pas de problème. Donc, je disais une petite introduction pour vous présenter l'émission de l'association Transition Pro Occitanie, qui est née de la réforme, je l'ai dit, de septembre 2018 et qui a fait de Transition Pro Occitanie l'acteur régional des projets de reconversion professionnelle, de la transition professionnelle des salariés. Donc, on a un certain panel de financement de formation avec des dispositifs que nous finançons, comme par exemple le projet de transition professionnelle qu'on connaît aussi sous le nom de PTP et qui est à l'initiative des salariés. Mais on a également des dispositifs qui sont nés du plan France Relance, qui sont soit individuels à travers un projet de transition professionnelle qui s'intègre dans un parcours de reconversion sur des métiers porteurs, ou également des dispositifs collectifs, comme celui que je vais présenter juste après, qui est transition collective. On a une mission également qui est de la qualité de l'offre de la formation. Ça veut dire que nous sommes en charge de nous assurer de la qualité de l'offre de formation que nous finançons. Nous intervenons également dans le cadre du dispositif d'émission reconversion, qui s'appelle aussi projet de reconversion professionnelle. Nous ne finançons pas, mais nous sommes en charge d'attester le caractère réel et sérieux des projets de reconversion pour ensuite passer la main à Pôle emploi, qui sera le financeur de l'ARE.
Et puis, on intervient également dans le dispositif CLEA, qui est un dispositif des partenaires sociaux. On intervient aussi dans le champ de l'analyse territoriale sur 3 dimensions, l'emploi, les compétences et la qualification. Et puis, nous sommes en charge du suivi de la mise en œuvre des acteurs du conseil en évolution professionnelle en région Occitanie. Donc, pour entrer dans le focus aujourd'hui de transition collective, simplement pour vous dire que c'est un dispositif qui est un outil ou qui est une solution qui vise à accompagner les mutations économiques auxquelles sont confrontés, ça a été dit plusieurs fois, les entreprises et les salariés. Et ça a également été rappelé par M. Sampietro. C'est un dispositif qui est né d'une concertation qui a été engagée par le ministère du Travail avec les partenaires sociaux pour mobiliser les acteurs qui sont dans les territoires pour développer la transition professionnelle et permettre aux entreprises et aux salariés d'anticiper les mutations économiques d'un secteur et accompagner ces salariés dans une reconversion sur des métiers porteurs, et on verra qu'est-ce qu'est un métier porteur, mais pour se reconvertir dans leur bassin de vie. Cette notion de bassin de vie est très importante et on verra qu'il y a des acteurs qui sont mobilisés sur le territoire. Donc finalement, c'est quoi Transco? Et ça a été dit plusieurs fois, c'est un dispositif qui est à l'initiative des entreprises qui ont peut-être été impactées par la crise sanitaire ou qui connaissent effectivement des mutations économiques, qui ne sont pas forcément en difficulté, mais dont les emplois de salariés qui sont fragilisés, et on verra ce qu'est un emploi fragilisé, peuvent permettre aux salariés de se reconvertir sur des métiers porteurs dans leur bassin de vie. Et donc, comment mettre en œuvre ce dispositif de transition collective? On est aujourd'hui dans un mode opératoire de mise en œuvre qui est régional, mais qui est couvert sur le sang national dans toute la France. On est dans une phase aujourd'hui où on est, comme aujourd'hui, dans l'information auprès des entreprises sur qu'est-ce qu'est le dispositif transition collective, et puis finalement, les entreprises qui seront intéressées pour mobiliser ce dispositif et à permettre aux salariés d'accéder à ces fonds de formation professionnelle, de s'engager dans un diagnostic RH avec un accord GPP au bout de la clé qui pourra être accompagné avec les OPCO qui sont mobilisés pour accompagner les entreprises dans cet accord GPP. Petite notion à préciser que le dispositif va connaître des évolutions de simplification. C'est encore un projet auprès du gouvernement, mais il semblerait qu'on ait une simplification auprès des entreprises de moins de 300 salariés qui ne seront pas concernés par cet accord GPP et qui devront simplement procéder à une information consultation. Un petit explicatif sur GEPP. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'acronymes dans nos langages et que celui-ci étant en plus assez récent, ça mérite une petite explication. Effectivement, l'accord GPP, c'est un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels. Ça permet aux entreprises de mobiliser ce dispositif-là. Et en fait, les entreprises, à l'intérieur de cet accord GPP, identifient les emplois qui sont fragilisés. Ça leur permet du coup d'expliciter sur quels emplois ils ont des difficultés pour pérenniser ces derniers. Et puis, cet accord GPP est déposé finalement auprès des services de la DRETS pour ouvrir les droits à la dette pour ouvrir les droits au financement de ce dispositif. Donc, c'est un outil RH qui permet vraiment d'accompagner les entreprises sur c'est quoi un métier fragilisé et comment je les identifie. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est accessible dès le premier salarié. Hein. C'est ça. On est d'accord. C'est ça. Juste pour compléter, au-delà de l'acronyme, l'idée, c'est que cet aspect-là des choses soit concerté et dialogué, et qu'il y ait une négociation. Alors, soit que ce soit effectivement l'accord GPP, soit ce que vous disiez, c'est qu'il y aura probablement une simplification qui... parce que là, toutes les entreprises ne négocient pas des accords GPP, c'est un peu compliqué parfois. Et donc, ce qui est prévu, mais qui n'est pas encore acté, donc on peut en parler, mais on ne peut pas dire que c'est fait, c'est que ça pourra être remplacé. Il y aura toujours la possibilité d'un accord GPP, mais ça pourra être remplacé par une information consultation du CSE, comité social et économique, donc qui a remplacé le comité entreprise, et donc qui simplifiera peut-être cette phase de concertation et de dialogue social, mais qui devra être nécessaire parce que là aussi, encore une fois, il faut quand même que ce soit concerté et dialogué. C'est la première étape. Voilà. Effectivement. Et cet accord GPP, juste pour signaler, aujourd'hui, il est disponible sur le site du gouvernement. Il y a un modèle qui a été défini qui permet aux salariés, aux entreprises de le consulter, de l'utiliser, de s'en inspirer. Donc, les entreprises qui auront mobilisé ce diagnostic RH et qui auront conduit la réflexion avec les salariés et les instances du personnel qui auront co-signé un accord GPP pourront s'enregistrer auprès des services après la téléprocédure sur le site du gouvernement pour déposer cet accord GPP. Ils recevront un récépissé de cet accord et puis on aura une démarche parallèle en 2 parties. D'une part, une information collective auprès des salariés qui sont identifiés sur l'accord GPP, donc qui ont des emplois fragilisés,
et qui devront être informés sur qu'est-ce que c'est transition collective, comment je peux le mobiliser, comment ça va se passer, comment je vais rentrer en formation. Et donc, les salariés qui auront été informés et qui souhaiteront s'engager dans cette démarche-là devront, de manière obligatoire, se faire accompagner par un acteur du conseil en évolution professionnelle pour définir et cadrer le projet de reconversion. L'entreprise, en parallèle, elle aura une démarche administrative à faire auprès de l'association de transition pro pour ouvrir un espace et déposer leur dossier, leur demande de dossier transition collective en déposant l'accord GPP et le récépissé. Les salariés, une fois qu'ils auront défini leur projet avec le conseil en évolution professionnelle, devront faire la même démarche, c'est-à-dire une démarche plus administrative auprès de l'association de transition pro pour déposer leur dossier individuel de transition collective. Et c'est là qu'il y a une matching qui se fait, c'est-à-dire que les entreprises et les salariés doivent être sur le même accord. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir faire bénéficier aux salariés ce dispositif puisqu'il aura été identifié par son entreprise sur un accord GEPP avec un emploi fragilisé. La suite du process, il est logique et c'est ce que faisait à l'époque le FONGECIF et que fait aujourd'hui Transition Pro Occitanie, c'est une phase d'instruction de préparation des dossiers de demande de financement des salariés pour un passage devant une commission paritaire qui statue sur le financement ou non des dossiers des salariés. S'il y a un accord qui est donné par la commission paritaire, nous procéderons, Transition Pro Occitanie, au paiement à l'organisme de formation des frais pédagogiques, ce qu'on appelle les frais pédagogiques, donc c'est les frais de la formation, et au remboursement à l'employeur de la rémunération suivant certaines conditions. Autre mesure qui devrait voir le jour à travers les évolutions de simplification, c'est encore un projet, mais ça fait partie des évolutions prochaines du dispositif. Celui-ci devrait être ouvert au financement lorsqu'une entreprise mobilise également une rupture conventionnelle collective. Donc, on ouvrira les financements Transco, donc transition collective, aux entreprises qui seront dans un contexte de rupture conventionnelle collective. Donc, vous voyez, il y a plusieurs acteurs qui sont mobilisés dans ce processus. La DRETS, les DETS et Transition Pro Occitanie sont en charge de l'animation et de la bonne articulation de toutes ces parties prenantes en région pour orchestrer ce dispositif auprès des entreprises et des salariés. Donc, je l'ai dit, plusieurs acteurs, l'OPCO, simplement pour rappeler que le rôle des OPCO est cadré par l'instruction ministérielle du 11 janvier 2021, mais qui principalement vise à accompagner les entreprises dans cette démarche de transition collective, notamment par exemple avec la mobilisation d'un accord de gestion des emplois parcours professionnels. On a également des acteurs qui sont, je l'ai dit, les conseils en évolution professionnelle, dont le rôle est également défini par l'instruction ministérielle du 11 janvier 2021. Et là, leur rôle, c'est vraiment faire un focus sur les salariés, c'est de les accompagner tout au long de la démarche de reconversion, que ce soit dans la démarche de définition du projet, jusqu'au, par exemple, à la recherche d'un emploi et la prise en main de l'emploi. Peut-être sur les conseils d'évolution professionnelle, dire un mot, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui existe depuis des années, mais on n'est pas sûr que tout le monde les connaisse. Je crois que vous faites un focus sur le rôle de ces CEP. Effectivement, les acteurs du conseil en évolution professionnelle, ça a vu le jour par la réforme de 2014, qui a été confié à plusieurs acteurs, comme par exemple l'APEC, mais également d'autres secteurs, d'autres réseaux plus privés, mais également Pôle emploi, qui accompagnent les salariés dans la définition d'un projet de reconversion ou pas. Ça peut être des projets plus personnels d'évolution sur je veux développer mes compétences dans mon domaine. Voilà. Donc, je peux solliciter de manière gratuite et à tout moment un acteur du conseil à l'évolution professionnelle en fonction de mon statut, si je suis demandeur d'emploi, si je suis salarié du privé, si je suis cadre, si je suis jeune diplômé, je peux mobiliser différents acteurs et on a un site qui permet de retrouver son acteur, c'est moncep.org, et donc ça permet d'identifier quel est le opérateur qui va permettre d'accompagner le salarié dans toutes sortes de projets professionnels, que ce soit de la reconversion ou pas. Et donc c'est un dispositif qui est gratuit et qui est à l'initiative des salariés. On a un autre acteur qui sont les plateformes territoriales. Donc, c'est des plateformes qui ont été mises en œuvre et qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par l'État en 2021 pour déployer ce dispositif de transition collective. Et effectivement, ces acteurs de plateformes ont un rôle majeur puisqu'on a bien compris qu'il y avait une nécessité de travailler sur le bassin d'emploi. Et donc, ces plateformes qui sont montées sur des bassins bien précis, sur des territoires bien définis, œuvrent pour permettre de faciliter, par exemple, des mises en relation entre des entreprises qui, elles, ont des emplois porteuses avec des entreprises qui ont finalement des emplois fragilisés. Mais elles œuvrent également pour définir des axes stratégiques sur le territoire pour déployer plus largement ce dispositif et définir, par exemple, ou créer des outils qui vont permettre de travailler sur les mutations économiques, sur, par exemple, les entreprises qui vont connaître des mutations
ou des salariés qui souhaitent se reconvertir. Donc, c'est vraiment un lieu de concertation, mais c'est aussi un lieu d'échange, de travail pour vraiment déployer de manière très large le dispositif sur un territoire bien défini. Et pour l'information, on sait que sur le territoire de l'Occitanie, il y a à peu près 8 plateformes qui sont définies, en tout cas sur le territoire Occitanie. Sur le territoire de l'Hérault, Madame l'a dit, le territoire porté par l'OCDE sur le bassin d'emploi de 7 des bassins d'eau. Et également qui porte aussi une plateforme sur le territoire de Nîmes. Et également sur les Gares. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans ce qui a été annoncé, mais c'est encore un projet, c'est que dans le cadre des simplifications et des améliorations du dispositif, ces plateformes devraient être dotées de moyens peut-être supplémentaires dans les jours à venir pour mieux fonctionner, je dirais, et avoir un peu plus de moyens. Autre dispositif qui devrait évoluer, c'est qu'au niveau des DETS et des DRETS, on devrait être doté d'un chargé de mission par département et un par région pour promouvoir à vos côtés le dispositif transition collective. Donc ça, d'ici la fin de l'année ou plus tard, début 2022. Donc il y aura un cadre qui sera vraiment dédié à ce dispositif sur lequel on pourra s'appuyer pour le promouvoir et accompagner tous les acteurs. Donc, effectivement, on attend encore l'instruction ministérielle qui va permettre de clarifier ces évolutions et qui nous permettra à nous aussi de faire évoluer nos supports de communication. Dans tous les cas, s'il y a des évolutions qui sont actées et qui sont majeures, nous ferons des communications auprès des entreprises, des acteurs du territoire. Donc, le dispositif, effectivement, je l'ai dit, c'est des entreprises qui ont en leur sein des emplois fragilisés, mais ce n'est pas forcément des entreprises qui sont, elles, en difficulté. On peut avoir des entreprises qui ont pas forcément de problèmes économiques et qui connaissent plutôt même une croissance, mais effectivement qui ont en leur sein des emplois qui sont fragilisés, c'est-à-dire des emplois qui n'ont pas vocation à perdurer, mais qui ont des difficultés pour pérenniser, pour avoir des perspectives. Et donc, un emploi fragilisé, c'est un emploi qui a peut-être été impacté par la crise économique actuelle, par la crise sanitaire ou encore par des mutations du marché du travail. Et ces emplois fragilisés, ils s'opposent aux métiers qu'on appelle porteurs et qui sont des métiers qui sont soit émergents, et ça a été dit par exemple sur la transition écologique, sur le numérique, et qui sont en plein essor, soit des métiers, et ça a été dit par M. Sandletro, des métiers en tension sur lesquels on a des difficultés de recrutement, on a de la peine à recruter sur ces métiers qui sont en tension. Et donc, on a beaucoup d'offres d'emploi sur ces métiers qui ne sont pas pourvus. Et donc, ce métier porteur, je viens d'expliquer, c'est des métiers soit en tension, comme par exemple la boulangerie, les aides-soignants, les infirmières, les chauffeurs poids lourds. Et on a aussi des métiers émergents dans la transition écologique, le big data ou le numérique. Donc, 2 volets. Et cette liste de métiers porteurs, elle est définie, elle est cadrée, elle est portée par la liste de métiers du CREFOP qui est régionale. Donc, on a une liste, le CREFOP, c'est une instance qui est quadripartite et qui couvre par exemple avec l'État et les acteurs du territoire locaux. Mais c'est un lieu de concertation aussi qui permet de définir cette liste qui est régionale. Donc, ça veut dire que chaque région de France possède sa liste de métiers porteurs. Vous avez le lien qui vous renvoie vers cette liste sur le site du gouvernement. Mais pour information, Transition pour Occitanie sur notre site, nous avons fait le choix également de vous mettre à disposition un outil qui vous permet d'identifier si oui ou non l'emploi que je vise est un métier porteur et qui permet d'identifier sur les codes ROM, c'est l'appellation des métiers qui est contrôlée par Pôle emploi, par une liste de métiers. Et donc, vous pouvez identifier avec cette liste si le métier est défini comme porteur, c'est-à-dire qu'il est bien présent dans la liste qui est éditée par l'instance du CREFOP. Donc, vous retrouvez cette procédure sur notre site. On a également une deuxième procédure qui permet de faire évoluer cette liste. Et effectivement, cette liste, elle n'a pas vocation à rester telle qu'elle. La liste, elle est aussi ouverte à évolution. Par exemple, des métiers peuvent évoluer et on peut avoir de nouveaux métiers qui se créent, des métiers qui n'étaient pas définis comme porteurs, mais qui le deviennent. Et donc, on a mis en place une procédure en partenariat avec les services de l'État, délocalisés de l'État, mais également avec le CREFOP pour faire évoluer cette liste. Et donc, chaque acteur, que ce soit les entreprises ou les acteurs de l'emploi et de la formation, peuvent faire évoluer cette liste. La prise en charge du dispositif, on a eu un aperçu avec M. Pietro. Oui, excusez-moi, sur les métiers, ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que ce sont des métiers qualifiants. Donc, et ce sera des formations qualifiantes. Ce ne sera pas la formation. Il y a une qualification reconnue au registre national des qualifications. La formation qui a suivie, il y a à la fois cette notion de métier porteur, mais il y a aussi la notion de formation qualifiante qu'il faut accompagner. Et moi, j'aurais une réflexion sur les métiers en tension. Quand je vois la liste, je me dis que peut-être il faudra qu'on travaille aussi avec les professions pour l'attractivité de ces métiers. Parce qu'un des sujets, c'est pas le seul, mais un des sujets qui peut être à l'origine de la tension de ces métiers, c'est leur attractivité.
C'est la problématique de l'attractivité. Donc, peut-être que là, il faudra qu'on ait une réflexion par bassin d'emploi sur l'attractivité de ces métiers. Effectivement, je viens sur la prise en charge du dispositif. On va parler vraiment de la formation. Effectivement, ça a été dit. C'est des formations. Les salariés vont s'engager sur des parcours de reconversion sur des métiers qui sont présents sur cette liste, au travers de formations qui sont dites certifiantes, donc qui sont soit présentes sur le répertoire national des certifications professionnelles, soit sur des répertoires spécifiques. Donc, on est bien sur des formations certifiantes diplômantes. Donc, la prise en charge du dispositif, elle va se faire selon la taille de celle-ci au niveau national. Quelle est la taille de l'effectif au niveau national de l'entreprise? Donc, on aura une prise en charge qui sera différente selon cette taille-là. Donc, selon elle, on va prendre en charge la rémunération du salarié. Donc, l'employeur continuera à verser le salaire du salarié et nous procéderons au remboursement du salaire directement auprès de l'employeur. Et puis, nous procéderons aussi au versement des coûts de la formation qui peut aller jusqu'à 24 mois, qui est une principale différence avec le projet de transition professionnelle qui, lui, va jusqu'à 12 mois. Mais ce dispositif-là est très généreux et on a des parcours de reconversion qui vont pouvoir aller jusqu'à 24 mois, donc 2 ans de reconversion. Donc, je l'ai dit, ça va être 100%, et ça a été dit pour les TPE-PME. Effectivement, on a une prise en charge à 100% pour les entreprises jusqu'à moins de 300 salariés. Mais après, c'est dégressif. Si on est de 300 à 1000 salariés, on va avoir une prise en charge du dispositif jusqu'à 75%, donc un reste à charge à l'entreprise, et une prise en charge à hauteur de 40% pour les entreprises qui offrent au niveau de leur effectif national atteint plus de 1000 salariés. La prise en charge, encore une fois, on peut avoir plusieurs publics qui sont concernés, des personnes en CDI, et donc il y a certaines conditions d'éligibilité qu'on vous laissera prendre en compte et qui varient selon vraiment le type de contrat du salarié, soit en CDI, soit en CDD, soit en intérim. Donc là, il y a des questions d'éligibilité pour savoir si le salarié est, lui, éligible à pouvoir accéder à ce dispositif de formation. Principalement, on est sur des notions d'ancienneté au poste, ancienneté du contrat. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte également dans ce dispositif, des questions de délai. Premièrement, les délais d'accompagnement. Effectivement, les salariés qui vont souhaiter s'engager dans cette démarche vont devoir se faire accompagner et en fonction, si oui ou non, le projet est déjà défini, on va pouvoir en avoir un accompagnement plus ou moins lent pour des personnes qui souhaitent se reconvertir mais qui n'ont aucune idée de savoir vers quoi ils pourraient se tourner. On va avoir un accompagnement qui sera plus lent, ou alors on a des salariés qui ont toujours rêvé de faire un métier et qui ont un projet tout défini dans leur tête et il n'y a plus qu'à le formaliser ou avec un acteur du conseil d'évolution professionnelle. On a des délais d'instruction. Donc là, il faudra se rapprocher de l'association Transition Pro pour se mettre en cohérence avec aussi les délais d'instruction pour que nous, on puisse préparer les dossiers au regard de la commission qui statuera sur le financement du dossier. Et puis, on a le délai de la formation de 1 à 24 mois, en sachant qu'à l'issue de la formation, ce qui est aussi sécurisant à travers ce dispositif, c'est que le salarié, à l'issue de la formation, retrouve son poste tel quel à l'issue de la formation. Donc, c'est sécurisant pour le salarié, pour lui permettre de se dire je m'engage dans un parcours de reconversion. Dans tous les cas, à la fin de cette formation, je choisis si oui, je réintègre mon entreprise et je rentre en discussion avec mon employeur pour savoir si j'engage cette démarche de reconversion en externe ou si finalement je reste encore dans l'entreprise. Et on va voir après avec l'employeur s'il y a des évolutions, s'il y a des parcours d'évolution sur le poste qu'il occupait. Mais après, c'est vraiment un choix personnel auprès du salarié en concertation avec l'employeur si oui ou non il active cette reconversion. Kit de communication, j'en ai parlé en introduction et dans le sommaire. On vous a mis en place 2 modes d'emploi, un qui s'adresse plus particulièrement aux employeurs et un qui s'adresse et que vous pourrez diffuser auprès de vos salariés. Il vous suffit de cliquer sur les images et vous pourrez télécharger des documents qui sont vraiment des modes d'emploi pour mobiliser le dispositif, que vous soyez employeur ou salarié. Ce sont des briques qui vont servir notamment au fameux dialogue social, on en parlait tout à l'heure. Donc, exactement. Vraiment marketé et pédagogique pour aborder ce sujet-là avec vos collaborateurs de manière simple et didactique. Exactement, ça permet vraiment de s'emparer de ce dispositif et d'avoir le meilleur discours auprès des instances avec qui on va négocier pour l'accord GPP par exemple. C'est personnalisable ? C'est personnalisable. Après, les employeurs peuvent télécharger les documents. Ils peuvent y ajouter des éléments particuliers à l'entreprise. Ça fait partie de leur schéma d'organisation interne. Après, il y a des flyers qui sont aussi à distribuer. On a mis également les liens. Des flyers qui sont aussi à destination en fonction de si on est employeur ou salarié pour comprendre le dispositif. Et des supports de communication. Vous avez également des vidéos qui présentent sur la chaîne YouTube de Transition Pro Occitanie, qui présentent le dispositif de manière un peu interactive et originale. Et le lexique, je disais, mais je vous laisserai en prendre en compte quand vous aurez les présentations, ça vous permet de retrouver
l'ensemble de la présentation et de retrouver les définitions, les libellés complets, les acronymes qu'il peut y avoir comme accord GPP dans la présentation. Très bien. Merci Alexis. Lacoma, je récupère, merci, le petit bip. Donc, merci encore une fois à nos 3 intervenants parce que je crois que en une matinée, on a évoqué beaucoup de solutions, il me semble, et en tout cas, on a essayé de rendre accessible, de partager avec vous. Donc, différents angles, différentes approches et vous démontrer aussi que les acteurs travaillent ensemble pour le territoire, pour les entreprises, encore une fois, pour amener des solutions accessibles au plus grand nombre. Je vais me permettre de vous présenter d'ailleurs à ce sujet une offre qui est en cours de déploiement et sera totalement accessible par votre chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Donc, c'est l'offre Solutio RH qui est en fait une offre à tiroir, une offre de service qui permet à la fois des rencontres gratuites comme ce matin en présentiel et en distanciel pour vous informer, vous sensibiliser sur un certain nombre de thématiques en lien avec les ressources humaines, et donc le droit de travail, le côté social. Une newsletter RH qui est diffusée. Si vous souhaitez la recevoir et que vous ne la recevez pas encore, vous pouvez vous rapprocher de nous pour que vous soyez dans la mailing list. Des diagnostics, j'en parlais tout à l'heure, qui sont aussi proposés par vos chambres de commerce et qui peuvent être le moyen de démarrer la première étape vers un accompagnement plus spécifique. Et également des accompagnements collectifs et individuels pour vous préparer et vous aider dans le montage de dossiers, par exemple, de PCRH, une mise en contact avec votre OPCO sur un dispositif FNE, PROA ou autre, ou une mise en contact avec Transco Occitanie, de manière à réfléchir à comment accompagner vos transitions et l'évolution des emplois de vos entreprises. L'idée étant vraiment de compléter et de s'imbriquer les uns avec les autres de manière à vous offrir le meilleur service possible. Je vous invite à reprendre contact avec nous. Vous aurez donc sur le support que vous allez recevoir l'ensemble des coordonnées des participants d'aujourd'hui. Pour l'OPCO-EP, et si vous dépendez d'un autre OPCO, alors tout à l'heure à la première question que j'ai posée, visiblement, nos internautes connaissent leur OPCO, donc c'est parfait, mais si toutefois vous aviez un doute ou vous auriez besoin d'être orienté, vous pouvez prendre attache soit avec la chambre de commerce, soit avec les acteurs ici présents. Donc, je remercie à nouveau Philippe Maza pour l'OPCO-EP, Alexis Lacoma pour Transco et M. Sampietro pour la dette. J'en profite également pour remercier l'ensemble des participants qui ont préparé cette réunion et notamment Madame Vauban de Transco région, également donc Christophe Maillet qui donc est le permanent à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, Delphine Vigneault, et tous les interlocuteurs élus et permanents qui ont permis cette réunion ce matin, sans oublier évidemment la Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie avec laquelle nous étions en partenariat ce matin pour organiser cette belle rencontre. Voilà. Une nouvelle fois, merci et très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.